Bonsoir, bienvenue dans Classico, votre émission foot du lundi soir sur Radio J. On est heureux de vous retrouver. Un Classico déconfiné, de retour en studio avec ses chroniqueurs en forme olympique. Maître Benjamin Krief, bonsoir. Bonsoir à tous, ravi de vous revoir en chair et en os. Eh ben nous aussi Benjamin, toi qui étais un brillant gardien de but amateur, qu'as-tu pensé de la prestation, notamment en fin de match, d'Anthony Lopez hier sur la pelouse monégasque? Je vais t'en parler, mais je trouve ce gardien vraiment dangereux pour ses coéquipiers et pour les adversaires. Ça fait plusieurs fois et ça devient vraiment problématique, je pense. Bonsoir également Alexandre Darmon, salut Alex. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Journaliste et youtubeur avec sa chaîne Indécis. Alex, J-1 avant Manchester City PSG, ton pronostic pour demain soir? Tu peux pas commencer comme ça si l'émission. On est chaud. Bah non, mais je pense que Paris va se qualifier. Voilà. Ah, j'aime ce Un positivisme. score, mais il faut y croire, sinon ça sert à rien de regarder le match demain soir. Bravo. Je pense que Paris gagnera 3-1. 3-1. Voilà. C'est noté, on repassera ça la semaine prochaine. Ouais, tu prends un gros risque, je pense. Et puis pour compléter notre carré magique du soir, une des plumes historiques de l'équipe trempée à l'encre verte. Bonsoir Bernard Lyons. Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être parmi vous. Merci. Vous ne me rajeunissez pas, hein. Plume historique, mais c'est vrai que le temps passe très très vite et c'est vrai que... On vous lit depuis longtemps. Ouais, C'était oui. le sens de... Pas trop longtemps, j'espère. Un peu. Oh, c'est gentil. Vous êtes grand reporter donc à l'équipe pour lequel vous couvrez l'actualité de Saint-Etienne. Saint-Etienne dont vous nous révélez les secrets dans un livre passionnant de bout en bout, vraiment. Derrière la porte verte paru chez Solar, on poussera avec vous la porte de Geoffroy Guichard dans quelques instants. Chers auditeurs, vous pouvez nous écouter sur radioj.fr, sur la nouvelle appli Radio Player France et nous réécouter dès ce soir sur Spotify, Deezer, Ocha et même Google Podcast. Vous pouvez également nous suivre en vidéo sur la page YouTube de la radio. On compte sur vous pour liker, commenter, partager. Qu'est-ce que c'est moderne tout ça? C'est incroyable, non? Classico épisode 29. Et si vous étiez là, c'est qu'hier soir, vous avez vibré une nouvelle fois devant un dimanche de Ligue 1. Sauvage et dingue, folie furieuse. Les titres de l'équipe ce matin résument bien l'impression laissée hier soir par le choc de la 35e journée Monaco-Lyon. L'équipe de Rudy Garcia s'est imposée au finish après avoir été menée et jouée à 10 les 30 dernières minutes. Alors messieurs, premier tour de table, votre impression sur ce match? Est-ce que ce sont les meilleurs qui ont gagné? Bernard Lyons. En tout cas, c'est Lyon qui a gagné, ça c'est une énorme surprise. Après leur défaite face à Lille, on pensait que c'était terminé des Lyonnais, et puis finalement, ils ont gagné le match, enfin le dernier match qu'il fallait absolument pas perdre, si vous voulez rester sur le podium, parce que c'est des enjeux sportifs, mais surtout économiques pour l'Olympique Lyonnais. 2 ans sans Ligue des Champions, dans une saison Covid-19, ça serait assez dramatique pour l'Olympique Lyonnais, et là ils ont vraiment gagné le match qu'il fallait. C'est pour ça que ce match il est un peu un résumé de la saison. On s'attend à tout, on s'attend à rien et on s'attend jamais à ce qui va se passer. Voilà. Donc il reste 3 journées. Bien malin qui pourra dire ce qui va se passer d'ici cette fin de saison. On va avoir encore plein de surprises. Le seul regret, c'est que ça se passe dans des stades vides. Parce qu'on n'a jamais eu un final aussi époustouflant, aussi dingue, que ça soit pour le titre, mais aussi pour le podium. Pour Ligue des Champions, ouais, pour le titre, pour le maintien aussi. Pour le maintien aussi. Pour l'Europe, pour tout. Par barragiste, on ne sait pas trop. Ouais. Pour la 5e, 6e place. C'est un championnat qui est complètement open dans des stades complètement fermés. Benjamin, Alex? Pour Lyon, c'est vrai, bravo, parce que la semaine dernière, on pensait qu'ils étaient rayés du premier, enfin du haut de classement, et vraiment. Et on imaginait même Monaco essayer d'aller. Non, mais c'est vrai, ça c'est Alex qui a dit que Monaco allait être champion. Il faut repasser les bandes. Non, mais t'as dit non, mais franchement, bravo à Lyon, parce que effectivement, avec la défaite de la semaine dernière, ils sont menés 1-0, ils arrivent à revenir dans le match grâce à, on en reparlera, vraiment un éclair de génie de Depay. Et quand Depay est à ce niveau-là, c'est vrai qu'il porte Lyon. C'est vrai qu'on a quand même un peu toujours, en tout cas moi j'ai toujours des regrets quand je vois Depay à ce niveau-là, parce qu'il y a des matchs aussi où il est fantomatique. Il est comme ça. Ouais, c'est ça, mais je pense que ça joue beaucoup sur les résultats de Lyon aussi, quoi. À 19 buts et 10 matchs, je crois que c'est ce que j'ai dit. C'est vrai, mais Depay, je trouve énorme en termes d'influence sur les résultats. Mais c'est vrai, mais Depay, quand il est pas là du tout. Il est fantomatique, tu ne le vois pas du match. Et hier, il marque un but exceptionnel avec un peu de réussite, mais super dribble. Il participe au jeu en plus. Il participe au jeu, mais encore une fois, quand il est pas bon, tu ne le vois pas du tout. Il participe à rien. Je suis d'accord. Et donc voilà, surtout, moi, je voudrais souligner hier la force mentale de Lyon, quoi, qui est menée, qui revient,
repasse devant à la remontada, remontada à la dernière minute. C'est surtout la force mentale, je pense, lyonnaise qu'il faut souligner. Alex, Moi, c'est pour ça que j'aime le foot. C'est pour des matchs comme hier soir. Honnêtement, je suis ni pour l'Olympique Lyonnais ni pour l'AS Monaco, mais hier, quand tu regardes le match, tu décroches jamais. C'est fantastique. Les mecs, ils s'arrachent. Il y a un carton rouge. Le scénario est complètement fou. Il y a un carton rouge. T'as un penalty. Après, il fait un arrêt derrière Lopez. Alors, je comprends ce que tu dis sur Lopez, mais il faut quand même reconnaître qu'il est jamais sorti de son match hier. Et il sort l'arrêt qu'il faut juste derrière. Lyon a super bien joué le coup. Et puis, ils ont montré des super belles choses hier soir, et Lyon. tu penses aussi que ça reflète, comme le disait Bernard Lyon il y a quelques instants, la saison Lyon Mais la saison tout touche en de oscillation. toutes les équipes. Je suis d'accord. Parce que dimanche dernier, c'était le scénario complètement C'est ça, inverse. Le match exactement. était plié au bout d'une demi-heure face à Lille, ils menaient 2-0, puis ils prennent ce coup franc d'Ilma juste avant juste avant la mi-temps. Ouais. Et puis après, le match est Le match complètement inverse. renversé. Et ils se font renverser. C'est pour ça que c'est vraiment génial. On est toujours en train de dénigrer la Ligue 1 en disant que c'est plus faible, c'est machin, c'est moins. Mais non, c'est génial la Ligue 1. Qu'est-ce que ça Hier, traduit sur le c'était plan ouvert. mental? Je dis ça parce que vous savez qu'il va y avoir les appels d'offres pour, pour préparer le terrain. pour les droits de télé. L'équipe va Donc, positionner il faut peut-être. faire un milliard, buzzer peut-être plus. encore. Non mais trêve de plaisanterie, c'est une réalité. Ce championnat, il est complètement dingue. Ouais, c'est vrai. Grâce quand même au Paris Saint-Germain qui est pas au rendez-vous. Donc, certes, ils ont battu Lens, certes, ils ont maintenant une chance sur deux d'être champions, même s'ils n'ont plus leur destin entre leurs pieds. Mais un champion parisien avec 8 défaites, ça Avec ferait... 5 à la maison. Ouais, ça ferait un peu tâche. C'est Voilà. énorme. Mais ce qui est très beau Alex. hier sur le match d'hier, c'est que en fait tout est ouvert. Hier, Monaco devait gagner pour possiblement être champion de France et Lyon devait gagner pour encore jouer la Ligue des Champions. Et hier, du début à la fin, on assiste à un match où tout est ouvert, où ça va d'un côté et de l'autre. Il y avait un rythme incroyable vers la 60e minute quand Lyon a commencé à rejouer, à égaliser. Moi, j'ai passé un super moment. Et ça, c'est vrai qu'il faut le saluer parce Benjamin. qu'on critique trop le championnat de France en disant qu'en France, on joue fermé, bloc bas, qu'on sort pas, que tout le monde a peur de jouer. C'est pas vrai. Quand tu vois les deux équipes hier, Et tu penses peut-être ça à joue, il y ce a qu'a des dit espaces. Thomas Tuchel cette semaine sur la différence de niveau et de compétitivité de la première ligue Voilà, non, comparée mais à Tuchel, la il parlait Ligue 1. pas vraiment de jeu. Il parlait d'implication et de professionnalisme. Il parlait pas de stratégie de jeu, de jouer plus bas, en bloc bas ou de pas sortir. Il parlait d'implication, de professionnalisme. S'il le dit, on peut croire qu'il a raison. On Mais en l'embrasse. tout cas, on l'embrasse, il t'adore. Mais en tout cas, en termes je trouve qu'hier, le match d'hier montre qu'en France, on joue, il y a des buts. Alors on en parlera, peut-être que Lyon, moi je trouve quand même que la défense est assez faiblarde et c'est pour ça, à mon avis, qu'ils peuvent pas jouer plus haut. Et ça va être compliqué à la fin de la saison. Denayer, Non, mais là, ça va être au compliqué. niveau, Denayer est suspendu. Ils ont perdu 3 joueurs. Ah ouais, ça va être En plus, super il dur. perd trois Mar- joueurs. Marcelo, c'est donc, compliqué. Marcelo. Oui, mais ça fait des suspensions. Ouais, non, mais c'est vrai. Et ça peut être des suspensions lourdes. Ouais, ouais. Ah ouais. Mais d'ailleurs, ils vont les remplacer par qui? Par Diomandé Diomandé et Belabri, je pense. Belabri, ouais. Ouais. Bah, Ils ont donc, pas beaucoup joué. C'est dur, hein. C'est pas vraiment au niveau pour jouer la course au titre. Est-ce que ce qu'on a vu à Lyon ces 2 derniers matchs traduit aussi une forme de fragilité psychologique? On a des moments où on joue très très bien, on peut battre n'importe qui, puis au bout de quelques instants, on sort du match, on le perd. Franchement, Il y a de la fragilité psychologique, mais aussi physique. On a eu l'impression que les Lyonnais sont un peu éteints la semaine dernière en seconde période. Puis là, ils nous ont apporté la démonstration inverse. Alors, il y a une période de Ramadan, on le sait. Il y a beaucoup de joueurs lyonnais qui sont concernés. Plus qu'ailleurs. Alors, plus qu'ailleurs, ça dépend ce qu'on va appeler ailleurs, mais je sais qu'il y a des clubs, bon, par exemple Saint-Etienne, le club que je suis, il y a une dizaine de joueurs, dont pratiquement tous des titulaires, font le Ramadan. Donc, ils l'ont payé contre Brest, par exemple, la semaine d'avant. Forcément, ça joue. C'est pas vraiment compatible avec la pratique d'un sport de haut niveau, surtout en fin de saison, où les organismes ont déjà été éprouvés. Une saison qui est complètement atypique avec le Covid-19. Et ça, on en parlera sans doute avec le PSG, mais des sautes de niveau de performance physique, par exemple, comme on a vu contre Manchester City la semaine dernière, avec un joueur comme Verratti qui a été positif 2 fois au Covid-19. On n'a pas encore le recul nécessaire, notamment sur l'impact et les séquelles cardiaques. Parce qu'on a beaucoup parlé, bon, c'est une maladie qui s'attaque essentiellement aux poumons, mais pas que. Et je pense que, par exemple, Verratti, c'est quelqu'un qui en a beaucoup souffert. Il a attrapé 2 fois. Keane a eu beaucoup de mal à récupérer. Et Keane a eu beaucoup de mal. Et on n'a pas d'études scientifiques qui peuvent nous apporter vraiment des éléments de réponse, si ce n'est que c'est très différent d'un joueur à un autre. Mais c'est vrai, vous avez raison de rappeler l'exemple de Keane. Il a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Et Verratti, je pense qu'il en souffre encore aujourd'hui. Donc, dans une saison vraiment anormale, atypique, et on sait quand même la fraîcheur physique, quand tu es bien physiquement, tu es aussi bien dans ta tête, et enfin, les deux sont liés. Ouais, ça va plus vite. Donc forcément, ça joue beaucoup. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont les changements tactiques opérés par Rudy Garcia qui ont
qui ont fait évoluer le match dans le bon sens pour les Lyonnais. Honnêtement, je sais pas si on peut parler de changement tactique. Si, il y en a eu, mais je sais pas si c'est ça qui a fait changer. En tout cas, les entrées de Kadewere puis de Guillermares et Cherki. Cherki, il fait une super rentrée. Après, mentalement, hier, les Lyonnais, ils y étaient dès le début. Tu le vois dès le début du match. Ils sont impliqués, ils jouent vers l'avant tout le temps, ce qui était différent par rapport à Lille. Parce qu'on critique beaucoup Garcia pour son manque d'impact sur les matchs, sur le cours des matchs. On peut se féliciter avec Jamin. On n'a pas beaucoup critiqué c'est vrai. Garcia cette saison. C'est vrai qu'on est toujours beaucoup plus dur avec Rudy Garcia qu'avec d'autres coachs. Maintenant, je ne sais pas si c'est Rudy Garcia qui était même pas sur le banc, qui était dans les tribunes hier soir, qui a changé. Il y avait une mentalité qui était différente dans l'équipe lyonnaise hier. Ça se voyait dès le départ, dès le début du match. Mais tu as raison en tout cas de poser la question. Il faut quand même saluer que Garcia hier. C'est ce qu'on fait à chaque fois quand un coach réussit à faire rentrer mais quand même, moi je continue à penser que Garcia il a quand même une presse un petit peu défavorable. Je suis sûr que hier, si Monaco gagne, dans tous les journaux, c'est la masterclass tactique de Kovac. Et là, j'ai pas vu d'article, j'ai peut-être raté la masterclass tactique de Garcia. Je suis pas sûr que. Bernard Alliance qui a une masterclass. On va pas dire qu'il y a une masterclass tactique de Garcia. Je trouve qu'on est très dur avec ce coach. Non, mais c'est dans la tête hier soir que ça joue. Par exemple, Kovac. Attends, Kovac, il est en tête de beaucoup de journaux. Il était là encore dans France Foot ou SoFoot. Il y a des interviews. Il est beau gosse. On va dire que c'est un fin tacticien. Non, mais c'est vrai. Moi, je trouve que Garcia, ce coach est assez sous-payé, sous-coté en France. Hier, on peut saluer qu'il fait des changements et que ça influence le match. Bernard Alliance. Est-ce qu'il y a du bashing ou pas sur certains entraîneurs, je sais pas, mais force est de constater quand même que Niko Kovac, certes c'est un beau gosse, mais il est aussi beau gosse que ce que son équipe joue bien. Parce qu'on a parlé du niveau de la Ligue 1, mais il y a quand même eu un niveau assez médiocre. Je parle de la moyenne, entre 0 et 20, la moyenne c'est 10, donc ça veut rien dire. Mais enfin, il y a eu énormément de matchs qui ont été médiocres. Monaco, pendant une période, a été très médiocre. Il a fait des choix forts. Il a sorti Ben Yedder, son capitaine. C'est pas rien ce qu'il a fait. Bien sûr. Et c'est une équipe, on se régale à l'avoir joué, cette équipe monégasque. Donc ça joue vraiment en faveur de Kovac, parce que Rudy Garcia, il a quand même de sacré matos, excusez-moi l'expression. Il a quand même un effectif de 17-10 joueurs titulaires. Et qui est meilleur sur le papier que celui de Kovac? Non, je pense pas. Moi, je trouve que pas sûr, mais plus expérimenté, me semble-t-il. T'as vu la moyenne d'âge à Monaco par rapport à Lyon? Franchement, il y a une différence quand même notoire, même en défense centrale. Hier, quand il fait rentrer des remplaçants à Monaco, c'est qui? C'est Godin. Tu veux dire que l'effectif est meilleur à Monaco? Pour moi, l'effectif est meilleur à Lyon. L'effectif est plus expérimenté à Lyon, je pense. Disons qu'il est davantage formaté pour le podium. Voilà, ils ont cette expérience-là, ils ont ces joueurs-là, ils ont cette habitude-là. Et le fait que Rudy Garcia n'y arrive pas, c'est pas de bashing contre Rudy Garcia, c'est juste un constat. C'est un constat d'échec. Bon, pas encore, il n'est pas encore tout à fait sorti de la Ligue des Champions. Mais s'il n'y arrive pas, c'est un constat d'échec. Parce que l'objectif, quand tu as un budget, tu as un tel effectif en début de saison, c'est d'être dans le top 3. Je veux dire, c'est une adéquation entre les moyens mis à ta disposition et les résultats que tu dois engendrer. On sait très bien aujourd'hui l'importance de l'argent. Et au final, alors sur une coupe, non, mais sur un championnat, c'est la régularité, donc c'est le poids d'un effectif. Et s'il n'y arrive pas, et que les Lyonnais, malheureusement pour eux, sont un peu, c'est l'expression, les cocus de ce championnat, c'est-à-dire son 4e, c'est la faute de Rudy Garcia. On va écouter justement un bout de la conférence de presse d'après-match de Rudy Garcia. On a tout fait pour jouer notre jeu, on a tout fait pour gagner ce match-là, on n'a pas calculé, on s'est lâché, on a déjà fait une bonne première période, même si on a eu trop de déchets techniques, sur des choses simples d'ailleurs, et puis certainement de la précipitation sur les situations ou les occasions qu'on s'est procurées avant Monaco. Ensuite ils ont marqué, ensuite ils ont eu une ou deux situations intéressantes pour eux, je crois par Voland dans la surface quand ils frappent au-dessus notamment. Et donc à la pause, je pense que c'était pas ni un problème de plan de jeu, c'était simplement ne pas se précipiter, de ne pas perdre les ballons. Bernard Alliance, vous avez suivi les débuts de Rudy Garcia à Saint-Etienne en 2001, ça ne nous rajeunit pas beaucoup. Moi non plus. Et ce ne fut pas un long fleuve tranquille, c'est à lire évidemment dans votre nouveau livre Dernière à la porte verte. Alors racontez-nous cette expérience, notamment, alors il a été d'abord préparateur physique, il a accompagné puis John Toshak pendant quelques semaines, et puis à un moment donné, il est envisagé de prendre l'équipe première, sauf que d'autres ont pensé à mettre en avant davantage Jean-Guy Valem. Ouais, ils ont fait venir au départ, vous savez, c'était l'époque des faux passeports, etc. Ils ont fait venir le gallois de Liverpool, John Toshak, qui était une légende, un entraîneur de très haut niveau, puisqu'il a entraîné le Real Madrid.
Et puis je pense que Toshak a eu vent de cette histoire de faux passeport, que ça allait mal se terminer. Et puis un bon matin, il a mis ses cannes de golf dans sa grosse voiture, il a claqué la porte, il est parti. Ils se sont retrouvés fort démunis. Et donc il y a eu un peu ce qu'on appelle la maison... Avec une note, je crois, de mémoire à l'hôtel. Hein, si je... Oui, une très très grosse note parce que c'était très drôle. C'était un bon vivant. Et il aimait les bons vins français et la bonne cuisine, puisqu'il était dans un 2 étoiles quand même. Hein. Il était à la Poularde à Saint-Galmier, donc c'était un 2 étoiles. Il n'était pas descendu dans le petit hôtel-restaurant du coin. Et du coup, ils se sont retrouvés embêtés. Et c'est la maison d'en bas, ce qu'on appelait à l'époque, c'est-à-dire le vestiaire qui montait voir les dirigeants, à l'époque le président Bompard, pour lui dire, voilà, nous on en a marre de repartir sur n'importe quoi. On veut Jean-Guy Wallem, notre capitaine, comme entraîneur-joueur, ce qui se faisait encore à l'époque. Ça remonte à l'impression que c'est du football à temps pas, mais ça n'a que 20 ans. Et Rudy Garcia, qui était à la fois préparateur physique, un peu entraîneur second, un peu chauffeur de Toshak, pour le seconder. Et finalement, ça n'a pas trop mal marché au début. Après, ça a un petit peu dérapé. Et le couple a dérapé aussi. Finalement, c'est Rudy Garcia qui a pris le dessus sur Jean-Guy Wallem, qui a été complètement écarté, qui a été viré du club en fin de saison. Mais le club est descendu. Le club a été relégué. Et Rudy Garcia, qui pensait rester être l'homme de la reconstruction, a été viré aussi. Et il est parti dans une traversée du désert avant de renaître de ses cendres au Mans. Enfin, vous connaissez toute l'histoire. Mais il a eu des débuts extrêmement compliqués. Ouais. Est-ce qu'il a beaucoup changé, vous qui l'avez suivi, est-ce qu'il a beaucoup changé entre ses débuts à Saint-Etienne en 2001 et aujourd'hui son aventure lyonnaise? Alors, c'est pas péjoratif de dire ça, mais il a toujours été carriériste. Il a toujours été très ambitieux. Alors, dans le sport de haut niveau, c'est pas forcément une tare, hein, c'est pas un reproche que je lui fais. Oui, c'était quelqu'un qui voulait arriver par tous les moyens. Là, visiblement, il n'a pas choisi le bon. Et donc certains se méfiaient. Hein. Ouais, rouler en tandem avec Jean-Guy Wallem, qui était plutôt un homme du Nord, le capitaine emblématique du RC Lens, qui était plutôt un homme droit, carré, un peu brut de décoffrage. Ça a finalement pas bien fonctionné avec Rudy Garcia. Ils en sont restés très brouillés pendant de longues années. Ça s'est un petit peu apaisé avec le temps. C'est que le temps va, tout s'en va. Mais voilà. Et, musique, maestro. Ouais. Et je suis pas étonné de sa réussite, mais je suis pas non plus étonné de sa réussite inaboutie. C'est-à-dire qu'il a beaucoup réussi au début et de façon formidable à AS Rome, par exemple. Ça s'est mal terminé. Bon, à Lille, c'est ce qui vraiment ça a été le tremplin. À Marseille, finale de l'UEFA. Ça a bien débuté et ça. Comme demi-finale l'année dernière à Lyon. Ouais, comme toutes les histoires d'amour avec Rudy Garcia, ça s'est pas très bien terminé. Ouais. Mais c'était pas écrit hein, quand on regarde ses débuts en vous Non, disant. c'était pas écrit. C'était pas écrit, mais c'est quelqu'un qui a une vraie connaissance du jeu, qui a une vraie passion pour le jeu et puis une vraie ambition. Il s'est donné tous les moyens pour réussir au plus haut niveau en repartant du bas de l'échelle. Quel est votre favori, messieurs, pour la troisième place? Il reste. La troisième place. La troisième place. On va laisser la course au titre pour après, mais pour la troisième place. Pour moi, c'est Lyon. Pour moi, quatrième, à un point de Monaco. Pour moi, aujourd'hui, c'est Lyon, parce que d'abord, je trouve que Lyon, hier soir, a pris un avantage psychologique. Alors, ça va être très dur, hein, parce qu'ils ont des suspendus, on l'a dit. Mais je pense que Lyon a un avantage psychologique. Remettez les bandes de la semaine dernière où il a dit que Lyon avait perdu tout. Oui, d'accord, mais c'est ça, mais c'est ce qu'on dit au début de l'émission. Replay. Ça y est, les dossiers, il est revenu en studio, il sort les dossiers. Il fait ça toute la saison, il me prend. Non, mais en vrai, pour moi, c'est Lyon. Je pense qu'hier, Lyon prend un vrai avantage psychologique. Ça laisse des traces dans la tête. Après, le vrai problème, ça va être effectivement la défense centrale. Si tu termines la saison avec, parce que Di Figlio a pris un rouge aussi, je crois. Oui. Donc il sera pas là non plus. Cacré qui est excellent. Marcello qui sera pas là non plus en défense centrale. Denayer. Oui. Voilà, qui sera suspendu. Donc ça veut dire qu'il va terminer. C'est ça ce qu'on disait tout à l'heure avec Diomandé et Belhamré. C'est là que ça sera compliqué. Après, sur le reste, Aouar qui revient et qui peut apporter aussi des choses. Moi, je crois. Ils joueront contre Lorient à domicile, à Nîmes et à Nice et contre Nice pour la dernière journée. Messieurs, Benjamin, Bernard. Moi, je vais pas changer d'avis. Je pense que Lyon sera le cocu de l'histoire. Il finira quatrième. Malgré leur victoire hier. Effectivement, l'impact psychologique, comme on vient de le rappeler à l'instant, c'est important. Et c'est vrai que c'est un peu des matchs où on se rend coup pour coup et les derniers coups font très mal. Plus mal qu'en début de saison. Quand même, je pense que ils vont renclencher la dynamique, les Monégasques. Ils ont un potentiel offensif qui me paraît quand même assez supérieur. Ils ont un équilibre d'équipe qui est supérieur à celui de Lyon, parce qu'avec Lyon, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre. Ouais. Un coup ça va, un coup ça va pas. Parce que la dynamique, justement, depuis la trêve, c'était à Monaco, 35 points sur 42 possibles. Côté lyonnais, sur 8 matchs, je crois que c'était 2 victoires, 3 nuls, 3 défaites avant. Moi, je pense que Monaco a moins de pression que Lyon en cette fin de saison. Je crois qu'on attendait moins Monaco à ce stade-là. La saison dernière, c'était plus compliqué
compliqué, même le début de saison avec Kovac, le début de saison c'était très complexe. Ouais, mais quand t'arrives là... mais je pense qu'ils ont moins de pression, comme le disait Bernard en début d'émission. Lyon, c'est différent. Derrière, il y a la vraie pression financière aussi d'être en Ligue des Champions. Donc moi, je pense que peut-être cette pression aussi, elle peut desservir l'OL. Monaco, ils sont là, ils font déjà une saison magnifique. Accrocher avec des champions serait super. Et moi, j'aimerais bien les voir en Ligue des Champions aussi. Une compétition à jouer à Lyon. Bernard, elle existe elle existe cette pression financière à Monaco, notamment en termes de modèle économique. Est-ce qu'on va devoir vendre des joueurs, des pépites Ouais, moi je ressens trop de pression à Monaco, c'est pour ça que j'y habite pas, par exemple. Non, plus sérieusement, non, le modèle économique il est complètement différent. Ne serait-ce que le modèle fiscal, notamment pour les étrangers. Donc c'est pas exactement la même mécanique. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, croire qu'avec la vieillerie m'ayant atteint, je radote, mais c'est une saison qui est complètement atypique. On va pas refaire l'histoire, mais médias pro, les stades vides, pas de merchandising, pas de vente de maillots, etc. Tous les clubs, sans exception, vont se retrouver dans la panade financière en fin de saison. Il va y avoir un budget d'atterrissage, c'est-à-dire arriver à boucler cette saison financièrement pas trop mal, mais aussi à la redémarrer. Donc forcément, Monaco n'est pas épargné. Même si, encore une fois, c'est un petit peu différent, comme c'est différent avec le Paris Saint-Germain, parce que le club est adossé à un État. C'est quand même très rare et c'est quand même beaucoup plus commode. Mais tous les clubs se retrouvent dans la même situation. Mais pas qu'en France, en Europe. En quelques secondes pour terminer sur ce match, les top flops, vos top flops. Benjamin, top flop, je vais faire le top et le flop de Lopez, parce que c'est vrai qu'il fait une sortie qui est pas maîtrisée, dangereuse. Et c'est pas la première fois. J'ai en souvenir, je sais plus contre qui, je crois que c'était contre l'OM, où il fait une prise de catch là où il est décollé en latéral, ou je sais plus qui il prend en frontal, mais je trouve qu'il est très dangereux. Il met une droite hier. Quand t'es gardien, ce que tu as brillamment effectivement rappelé, je suis un gardien de but. T'as dit amateur. Je sais pas pourquoi t'as précisé amateur, mais enfin bon. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai joué dans des clubs ou dans des centres de formation où on te disait, quand t'es gardien, c'est toi le maître de ta surface, tu sors et t'en manges tout. Je me rappelle d'un coach qui me disait, t'en manges tout. Si tu dois prendre ton défenseur, ton attaquant, tant pis pour eux. Au moins au prochain ballon. D'ailleurs Lopez dans des interviews. Au prochain ballon, ils comprendront et t'inquiète pas qu'ils viendront pas. C'est vrai qu'on t'apprend ça quand t'es gardien de but. Mais je trouve que quand je vois Lopez, je ne vois que lui qui joue comme ça. Il est dangereux. Mais ça, c'était pour le top. Et pour le flop, c'est vrai que c'est un gardien qui reste décisif. Et sur l'action d'après le penalty, on peut penser que psychologiquement il va plonger. Et ben, la même qualité qui lui fait être dangereux, c'est cette qualité qui le fait être super efficace. L'explosivité, la rapidité, aller au sol, se relever vite. Et donc voilà, top flop Lopez, si tu me le permets. Alex, Bernard Lyons. J'aurais dit pareil que Benjamin, mais je vais dire différent. Memphis Depay en top, parce qu'hier il fait un bon match et il faut le reconnaître. Il a quand même une classe incroyable, et se dire qu'il va partir libre de l'Olympique Lyonnais en fin de saison, là franchement tu peux te mordre les doigts. Pas fait encore. Franchement, il va pas aller à Barcelone. Moi, Non mais pourquoi ? Je sais pas, je vois pas ce qu'il va faire à Barcelone. Il va jouer la Ligue des Champions s'il la jout pas avec l'OL, et puis pour essayer de la gagner à Barcelone. Je suis pas sûr qu'ils gagneront, mais en tout cas ils joueront. Donc si Bryce White joue à Barcelone. Moi même fils de paille en top, et en flop, franchement j'ai été déçu hier par Monaco. Donc je vais mettre l'équipe de Monaco parce que je trouve que ils marquent sur penalty le deuxième but. Alors ils ont des occasions, mais ils vendangent beaucoup. Voland, ils vendangent beaucoup hier soir comme occasion. Et je pense que là ils sont en train de payer leur jeunesse en fait d'effectifs. Leur manque d'expérience. Ouais, ils ont été en sur-régime. Contre Angers, ça passe. Mais ça passe juste quand même. C'est un but de Ben Yedder. 84e minute, il est remplaçant, il rentre, il met un superbe but, mais ça passe tout juste. Donc voilà, je vais dire Monaco pour dire un flop. Mais Ben Yedder hier encore très classe. Quand il met son penalty, une Palenka, son 30e but. Superbe genre. Bernard Lyons. En flop, je vais pas être très original, Lopez, parce qu'il apprend pas. Il n'apprend pas de ses erreurs, parce que c'est pas la première fois que ça se passe comme ça, et qu'à un moment, s'il veut devenir le très grand gardien qui peut prétendre être, au regard de ses qualités intrinsèques, ça passera pas. Et puis en top, incontestablement, et là j'élargis un peu le débat, mais sur le VAR. C'est fabuleux. Ouais, je trouve ça extraordinaire. C'est-à-dire qu'avant, avec l'arbitrage, on comprenait des fois pas tout. Mais alors aujourd'hui, grâce au VAR, on comprend absolument plus rien. C'est quand même, tu regardes les matchs, tu te dis, mais alors là il utilise pas. Alors on nous avait essayé d'expliquer que c'était assez clair, puis finalement on s'aperçoit que même dans les trois Gus qui sont dans le bus ou dans notre vidéo, ils sont pas d'accord entre eux. Il y a des actions la veille, le match Lille-Nice, comment tu peux pas expulser. Alors Michael Landreau nous dit il a fait 2 fautes, et sur Bamba, donc le deuxième c'est 2 jaunes, donc ça fait un rouge, donc ça compense. Non, ça compense pas, parce que
sur la première faute, il peut lui casser la jambe. Ouais. Il suffit. Alors, moi, je reconnais, c'est quand même une activité humaine. Il faut reconnaître le droit d'erreur aux arbitres, parce que même s'ils sont devenus des athlètes de haut niveau, ça va quand même très, très, très vite. Et il faut qu'ils aient une fraction de seconde pour juger et prendre la bonne décision. Alors, c'est pour ça qu'on a mis le VAR, parce que ça va tellement vite. Et qu'effectivement, par rapport à ton acte de vision, tu peux ne pas voir une faute, tu peux ne pas voir le coup de poing de Lopez, etc. Mais la VAR, ça sert à ça. Et quand tu rajoutes le VAR, soit tu l'utilises, soit tu l'utilises pas, peu importe, mais au final, tu comprends plus rien. Tu n'y comprends plus rien. Et Bamba, il a eu la chance de ne pas se faire casser la jambe. La deuxième fois non plus. Mais donc, du coup, tout est bien qui finit bien. Oui, mais on va attendre quoi ? On va attendre qu'il y ait un joueur qui ait une jambe cassée pour qu'on utilise vraiment le VAR. Donc, comment on pourrait aménager à l'avenir le process, l'utilisation ? Déjà, encore une fois, le VAR, c'est un moyen, une technologie qui est mise au service de l'homme. Et je trouve que, dès le départ, j'étais très étonné d'une chose, c'est qu'on n'avait pas mis des moyens humains. Parce que le gros problème du truc, c'est que dans le bus, parce qu'à l'époque c'était des vannes, des bus, moi j'ai même assisté à une scène à 3 où quelqu'un est marché sur le câble, vous savez, branché dans le truc, et à la mi-temps du match, l'arbitre est venu le voir en disant on ne pourra pas utiliser le VAR en seconde période parce que ça ne marche plus. Et en fait, on s'était aperçu que c'était un mec qui avait tiré sur le câble, en fait. C'était des trucs ubesques. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais le fond, c'est qu'il manquait des arbitres. Donc, on a rappelé des réservistes, Monsieur Coué, etc., Monsieur Layek, et ça, pour venir dans le bus. Mais l'arbitrage et les techniques d'arbitrage ont vachement évolué. La formation des arbitres a évolué. Tu arbitres plus, tu décides plus comme il y a 5 ans. Et donc, sur la même décision... On prend un peu moins de risques parce qu'on sait qu'on peut derrière être couvert ou pas par la VAR. On fait carrière, et puis vous savez comment ça se passe. C'est un métier aujourd'hui. Être arbitre de haut niveau, c'est un vrai métier. Alors, c'est l'amateurisme marrant, mais c'est un vrai métier. Et avec de l'argent, beaucoup d'argent, parce que c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, tu as des promotions, tu as des relégations, etc. Je veux dire, chaque arbitre a un vrai enjeu de carrière. Et du coup, on a mis sur la même action, on a des interprétations différentes qui sont appuyées par le VAR. Et là, c'est pas une question de technologie, c'est juste une question d'utilisation de la technologie. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on arrête tout, qu'on forme les arbitres, qu'on se mette d'accord sur une uniformisation. Ils n'ont pas été formés, les arbitres, pour mais oui, mais je veux dire, interpréter les images. Preuve que non, puisqu'on a vu, ne serait-ce que la saison dernière, il y avait les mêmes actions qui ne donnaient pas du tout lieu aux mêmes interprétations et donc aux mêmes décisions. Parce que le fond du truc, c'est ça. C'est Lopez, il pourrait ne plus normalement, il devrait plus jouer jusqu'à la fin de la saison. Ouais, bien sûr, non, mais c'est clair. Mais c'est la notion d'erreur manifeste qui met la difficulté. On ne sait pas ce que ça veut dire l'erreur manifeste. Donc la VAR, elle est censée appeler lorsqu'il y a une erreur manifeste. Mais s'il n'y a pas erreur manifeste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la VAR check, mais sans appeler l'arbitre du coup. Donc il n'y a pas cette c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Parfois, elle appelle, on appelle l'arbitre. C'est checké, et donc s'ils lui disent rien, enfin je sais pas s'ils lui disent rien ou s'ils lui parlent d'ailleurs, en disant on est en train de vérifier, il n'y a pas vraiment d'erreur manifeste, on ne sait pas ce qui se passe d'ailleurs, il n'y a pas de transparence, c'est dommage, on devrait pouvoir écouter ce qui se dit. Comme au rugby. Ouais, exactement. Moi je suis favorable au rugby. Bien sûr. Pourquoi les joueurs respectent les arbitres au rugby ? Parce qu'il y a une pédagogie. C'est l'arbitre explique sa décision. Alors après, fondé, pas fondé, d'accord, pas d'accord, mais au moins il y a un aspect pédagogique. Exactement. Là, il n'y a rien. Prenez une scène quand même qui est complètement délirante. Il y a Bamba, il a 2 doigts de se faire casser la jambe. Parce qu'ils n'ont pas le droit, mais vous savez tous qu'ils ont des tablettes sur le banc, et que les entraîneurs assistants, ils regardent tous les images et tous les ralentis. Donc ils peuvent dire à l'entraîneur principal s'il y a faute ou pas faute. Là, Galtier demande à l'arbitre de venir voir. Alors, il n'a pas à le faire, d'accord, mais ça tombe quand même sous le coup du bon sens de venir voir, au moins qu'ils prennent la peine de revoir l'image. Et au final, non seulement le Niçois n'a pas carton rouge, mais il vient au bord du terrain pour mettre un carton jaune à Galtier. Comment vous voulez qu'après, Olivier Létang, le président de Lille, il pète pas les plombs ? Comment vous voulez que Leonardo, après, il pète pas les plombs ? Et hier, sur Turpin, on a une image. Sur ça. Je sais plus si vous avez vu l'image, mais je crois que c'est vers le début du match. Je sais pas à qui il siffle, il fait une réflexion. Attends, mais il a une position. Il est comme ça, de loin. Genre, tu t'arrêtes. Attends, c'est mon rêve. De quoi tu parles ? Mais appelle le joueur, parle-lui, explique-lui, mets la main sur l'épaule, je sais pas, fais quelque chose. Mais tu le fais pas comme ça, de loin. L'image, je la trouve terrible. Mais il y a un décalage terrible entre les arbitres et peut-être qu'il y a des torts partagés, mais je pense pas que ce soit la bonne façon d'arbitrer. On est dans la communication, la surcommunication, la communication à outrance dans le sport, sauf chez les arbitres. C'est la grande muette. Le corps arbitral est devenu la grande muette. Quand moi, ça m'est arrivé un paquet de fois, des décisions qu'on ne comprend pas, mais qui sont peut-être fondées d'un point de vue légal, et de demander à l'arbitre de venir nous expliquer. C'est toujours un veto.
Le corps arbitral, c'est la grande muette. Alors, avant, on parle du VAR. Moi, je mis l'accent là-dessus parce que c'est pas que le VAR en lui-même. C'est l'utilisation, mais aussi les hommes qui sont tout autour. Avec un peu plus de communication et de pédagogie, je pense que ça irait mieux. Alors on va enchaîner avec la course au titre maintenant. Elle ne devrait concerner que le LOSC et le Paris Saint-Germain, tous les deux vainqueurs ce week-end. On va écouter l'entraîneur des Lillois, Christophe Galtier, après la victoire des siens contre Nice 2-0. Heureux, oui, tout à fait heureux, satisfait. Oui, soulagé aussi, parce que automatiquement, plus ça se rapproche, plus ça peut se tendre. Évidemment qu'on avait le résultat de Paris contre Lens et qu'on était dans l'obligation de l'emporter pour reprendre la tête du championnat. Qu'est-ce qui peut encore arrêter les Lillois dans leur course au titre? Parisien. Lens parce que ça va pas ça va être chaud. Lens, t'as raison. C'est le derby, même s'il n'y a pas de public. Là, pour le coup, le public va manquer dans le résultat. Ça bombe d'influence sur le résultat. Parce que le derby comme ça, à Bollaert avec du public, c'est pas pareil. Il va manquer dans le stade, mais c'est pas comme les Niçois qui ont mis une banderole. Faites-nous plaisir, on veut pas du PSG champion. Là, je peux te dire que dans la ville de Lens, t'as vu les banderoles qu'il y a? Non. Ça fait péter les. Enfin, c'est vraiment un vrai derby. Les mecs, ils ont pas du tout envie. Après, Lens, c'est pas City quand même. C'est pas City, c'est pas le Bayern. Faut pas exagérer. De quoi? Lens, Lens, tu le présentes comme un. Non, Lens, comme un épouvantable. Il va y avoir de l'anglais. Sois pas comme ça. Déjà, salut nos amis du Nord qui nous écoutent, nombreux déjà. C'est une bonne équipe. Tu les vois au parc samedi, ils sont loin d'être ridicules, Lens. C'est une belle équipe, c'est une très belle saison et à saluer. Mais j'espère pour eux qu'ils vont pas attraper une place européenne parce que ça c'est typiquement l'équipe qui n'a pas les armes pour attraper l'Europe et qui va commencer le tour préliminaire de l'UEFA en juillet à part un match au Kazakhstan. Ça, la saison d'après, c'est la relégation malheureusement. Non, mais moi je suis pas aussi sûr que toi par rapport à l'Europe. Je pense que Lens, ils ont eu une belle politique, ils ont recruté des bons joueurs. Je pense à Fofana, Kakuta. Des joueurs magnifique de le faire revenir. Mais même Fofana, il fait une saison monstrueuse. Ils l'ont recruté pour 8 millions d'euros. Je crois à 8, je crois que c'est ça. Et c'est un super joueur. Donc moi je pense que ce qui peut arrêter Lille, c'est Lens. Et d'ailleurs c'est vendredi soir. Je pense que vendredi soir, à mon avis, on connaîtra le champion de France. Est-ce qu'il va aussi influencer, je pense, la course au titre. Et j'ai dit ça la semaine dernière. Donc là pour une fois je reste cohérent avec ce que j'ai dit la semaine dernière. C'est à mon avis le parcours du PSG en Ligue des Champions. Je crois que si le PSG passe ce tour et qu'il y a une finale qui se profile, je sais pas, j'espère que non, mais je sais pas, est-ce qu'ils vont réussir à rester concernés? On peut pas imaginer l'inverse. Comme ils le sont. En cas de défaite, une sorte de dépression. T'as raison, mais t'as raison, mais je pense en tout cas que ce qui va se passer demain va avoir quand même une influence pour le Paris Saint-Germain sur le titre. Bernard Alliance, la seule chose que je sais, et dont je suis intimement convaincu, c'est que je ne sais rien. C'est beau ça. Parce que les arguments que vous venez d'aligner, on peut tous les empiler, et ils sont tous réversibles. Bien sûr. C'est-à-dire, ils gagnent le PSG demain, ils font un formidable exploit, ils sont propulsés, galvanisés vers la finale, ou alors ils vont se ménager pour la finale, ils perdent, ça va leur mettre un coup sur la tête, ou alors ils vont se reconcentrer pour pas tout perdre. Donc vous voyez, c'est totalement réversible. Après, effectivement, le match de vendredi soir à Bollaert va être très très important, mais derrière, il y aura encore la réception de Saint-Etienne, et c'est jamais simple. Saint-Etienne qui s'affiche. Vous voyez ce que je veux dire, etc. Et puis d'ici là, on ne sait pas s'il n'y a pas encore un ou deux joueurs dans une ou l'autre équipe qui va être positif au Covid, etc. Donc, on ne sait absolument rien, et c'est pour ça que cette Ligue 1, elle est absolument formidable. Et je pense que moi, ça fait 2 mois que je dis que Lille sera champion. Je change pas d'avis, mais la logique, la mécanique du football moderne, du football business, c'est forcément que Paris soit champion. Et un point, c'est vraiment rien. Pour le coup, moi je trouve que c'est pas une victoire ou quoi que ce soit. Lille fait match nul à Lens la semaine prochaine, le PSG gagne à Rennes. Enfin voilà, il repasse devant. Tu parlais, Alex, du match à Lens pour les Lillois, le déplacement à Rennes pour les Parisiens, est-ce que... Si Lens gagne vendredi soir, ils auront 5 points d'avance sur Rennes. Donc, franchement, alors je veux bien pas de problème, il y a plein de choses qui peuvent arriver, mais mentalement, ça fait quand même une différence quand tu sais qu'à 2 journées de la fin, ou 3 journées de la fin, t'as 5 points. Alors tu peux jouer pour essayer de gagner, mais... À Rennes, ils sont encore dans la coupe, dans la course. À la Coupe de l'UEFA. À l'Intertoto. Vous parlez de calendrier, mais aussi une surcharge de calendrier, parce que vous oubliez quand même que le 12 mai, le Paris Saint-Germain va aller jouer une demi-finale à Montpellier de Der Zakarian, qui va pas vouloir partir sans une petite coupe sous le bras, et que ça va être un match compliqué. Et qu'en fin de saison, c'est des matchs où tu peux te blesser, tu peux laisser de la gomme. Alors, le PSG a un formidable effectif, etc., mais il n'est pas non plus avec un banc qui fait pas des profondeurs abyssales. Donc ça va jouer. Tout va jouer. Le moindre détail va jouer. Imaginez que demain soir, il se fasse éliminer, ce que je ne souhaite pas bien sûr, et que Mbappé est forfait jusqu'à la fin de la saison. N'en sais rien. N'en sais rien. C'est un scénario pessimiste, ça. Mais c'est mon côté. C'est mon côté sourire du lundi. C'est mon côté sourire du lundi. Et bien merci d'être venu.
Qu'est-ce que vous retenez de la victoire des Lillois, la performance de Maignan avec un 19e clean sheet, le match encore fou de Yilmaz en attaque? Bah ouais, un peu tout ça. Non, mais c'est surtout qu'il gagne quoi, tout le temps. Il gagne. C'est des beaux buts, c'est solide. Maignan qui joue bien. Enfin, il y a quand même une sérénité dans cette équipe. On a l'impression qu'il y a des joueurs qui pendant 2-3 mois portent l'équipe. Et ces joueurs, elles ne sont pas toujours au meilleur niveau tout au long de la saison, mais qu'ils sont toujours rattrapés, remplacés plutôt, par d'autres coéquipiers qui surperforment peut-être parfois. Ouais, il y a la charnière centrale qui a porté quand même le LOSC pendant très longtemps. C'est peut-être une des meilleures de France. Fonté, Botman, ils ont un petit trou. On a vu à un moment, il y avait quand même cette équipe. Ce qui est formidable à Lille, c'est qu'il y a 15-16 titulaires. Mais contrairement au Paris Saint-Germain, à Monaco ou à Lyon, Christophe Galtier, c'est l'entraîneur en France qui a utilisé le moins de joueurs. Je crois qu'il a utilisé dans la saison 21 joueurs, tout en faisant la Coupe d'Europe aussi. Donc ça, c'est assez incroyable. Mais avec des trous. Ils avaient notamment, je trouvais un trou à gauche avec Bradaric, qui était pas... Tu te dis à un moment, si tu as un ou deux points faibles dans ton équipe, à un moment, tu le payes cher. Et ils te sortent Ronaldo. Et ça, c'est formidable. Après, en début de saison, et ça, force et honneur à Christophe Galtier de l'avoir insisté là-dessus, c'est avec Jonathan David, qui a eu une préparation très compliquée en Belgique parce qu'il voulait partir. Il a eu des problèmes familiaux très importants, notamment avec... un décès familial, etc., qui fait qu'il avait la tête à l'envers, il était trop gros, il n'était pas bien, etc. Il lui a maintenu sa confiance, et ça a été, sur le début d'année 2021, l'homme clé. Ouais, il met le but au parc, il met le but au parc blessé, le mec s'arrache, c'est lui qui fait la victoire à Paris. Et donc tout ça, additionné ces petits détails les uns avec les autres, fait que Lille a quand même une belle gueule de champion. Lille, c'est vrai que la direction sportive de Lille, on peut quand même la saluer, parce qu'effectivement, les noms qu'on a cités... Celle qui a été virée ou celle qui est arrivée? Les deux. Ça, c'est incroyable. Les deux. En tout cas, franchement, je ne sais pas qui a ramené qui, mais en tout cas, aujourd'hui... Moi, je sais qui a sorti qui. Les différents joueurs qu'on a énoncés là, franchement, il fallait aller les chercher, quoi. Les deux Turcs, Yazice et Renato Sanchez. Il fallait les chercher. Alors, Renato Sanchez... Selic, Botman, Ronaldo, franchement, Jonathan David. Moi, je trouve que Lille, c'est quand même un club qui a trouvé un modèle sportif et économique où ils arrivent à allier les ventes à bon prix. On a vu que hier encore, Osimhen, merci, a marqué un but. Ils l'ont vendu, je crois, 75 ou 80. Voilà, c'est un club qui arrive à former des joueurs et à les vendre derrière à bon prix, à toujours réussir à les remplacer. Peut-être qu'on peut penser que Bamba va pas tarder à partir, Ikoné va peut-être partir. Je crois que c'est des joueurs sur lesquels ils peuvent faire des belles plus-values. Faut pas laisser partir tout le monde non plus. Mais ils y arrivent. Non, mais ils y arrivent. D'accord, mais bon, là, ça c'est un club qui arrive. C'est aussi ça le problème d'un club comme ça, c'est qu'il laisse partir beaucoup de joueurs. On voit que Maignan va partir à mi-au Ils y arrivent, Alex. Ils y arrivent. Ils doivent déjà avoir un gardien en tête pour le remplacer. C'est comme ça qu'ils arrivent. Ce club est fondé sur ce qu'on appelle aujourd'hui le trading de joueurs. Avant de parler. Si je peux me permettre. Non, mais non, parce que je trouve quand même que ce qui est assez remarquable de la part des Lillois, c'est qu'il y a eu un tsunami en milieu de saison. C'est le départ de Gérard Lopez, de Campos, parce que ça fonctionnait sur un triumvirat. Vous savez, c'est le triangle vertueux dans le football, c'est un président, un directeur sportif et un entraîneur. Et ça fonctionnait bien. On monte à Saint-Etienne, Roger Rocher, Garonner et Robert Herbert. Tapie, Bernès et Gotals. Bon, on peut l'additionner et démultiplier tant qu'on veut. Et à Lille, ça a fonctionné. Parce qu'ils ont quand même repris le club. Gérard Lopez, il était relégable. Quand Galtier avait appris ça, le club est relégable. Et les trois, Campos au sportif, Gérard Lopez aux finances et Galtier Galette pour tout ce qui est l'aspect technique, ils ont remonté le club et ils le ramènent pratiquement au titre de champion. Et en cours de saison, tout le monde a oublié ça. Tout s'est cassé la figure. Patatras, Gérard Lopez a perdu le club. Campos est parti. Nouvelle orientation de dirigeants. Je pense que le trading joueur s'est terminé à Lille. Mais c'est quoi leur modèle économique? Et avec des relations difficiles entre... Le modèle économique, c'était déjà bouché trou. Parce qu'il y avait un énorme trou financier. C'est pour ça que Gérard Lopez a perdu le club. Et puis le trading joueur, c'est très très bien. Mais encore une fois, excusez-moi, mais c'est pas ma maraude, mais c'est une réalité. Avec le Covid-19, on est dans un marché qui a été déflationniste l'été dernier, je parle du marché des transferts, et cet hiver, et qui va l'être encore plus cet été. En plus, il y a le Brexit, donc ça va être beaucoup plus compliqué de vendre nos joueurs en Angleterre. Ce qui fait que, par exemple, des joueurs comme Maignan, que tu vendrais, je sais pas, je vous dis, un raisonnement absurde, mais 50 millions d'euros. Il a peut-être pas assez de sélection en équipe de France pour être... Il y a ça, et puis tu le vendras moins cher. Parce que les clubs anglais n'auront pas les finances pour mettre 50 millions d'euros, ils t'en proposeront peut-être que 30 ou 35. Et ça, tu vas le multiplier par 4 ou 5 joueurs. Donc, il y aura beaucoup moins d'argent.
Et c'est pour ça que c'est dangereux le training. Mais du coup, c'est quoi la solution pour les clubs, je veux dire intermédiaires, je parle financièrement uniquement. C'est quoi leur modèle aujourd'hui s'ils n'ont pas le trading, ils n'ont pas d'État ou Monaco, des Russes derrière pour injecter de l'argent, on voit Il y a la billetterie avec les stades, les constructions de grands stades, le marchand. Mais tu l'as pas. Bon, là, c'est une période aucune particulière. hospitalité, t'as pas de sponsor derrière, t'as pas d'État qui se bat. Non, mais c'est votre côté pessimiste. Mais aujourd'hui, c'est quoi le modèle financier de ces clubs? Franchement, je sais pas. Mais il n'y en a pas. Voilà, non mais je vois pas comment ils peuvent. Est-ce que vous avez vu beaucoup de businessmen qui ont fait fortune dans le football? Bien sûr que non. Mais du coup, comment tiennent Bordeaux, Lille? Bordeaux, ils tiennent pas. D'ailleurs, ils tiennent pas. Mais justement, on est d'accord. Mais donc, c'est quoi le projet pour le prochain actionnaire, les propriétaires de vin? Ils vont faire quoi? Non, mais attends, si aujourd'hui tu fais pas de trading et tu vends pas de joueurs, même moins cher, t'as personne dans les stades. Vendre. Comment tu gagnes de l'argent? Les supporters vont revenir. Ça va pas durer 10 ans cette affaire. Pour l'instant, t'es pas prêt de te faire des loges avec au PSG. Je crois que par match, c'est 300-400 000 euros que tu perds chaque match. PSG, c'est moins grave qu'à Bordeaux. C'est une période exceptionnelle, donc c'est difficile de faire de tabler sur une vraie viabilité sur 10 ans. Oui, mais non, pas 10 ans, mais on peut penser que quand même pendant la prochaine saison, peut-être celle d'après, je pense pas que les stades vont être plein craqués. Il y a les droits TV, on en a pas parlé, mais il y a les droits TV qui les cartes sont rebattues. Donc aujourd'hui, c'est quoi le modèle financier de ces clubs-là? Je pose la question vraiment, j'ai pas la réponse. Je pense que ça va être un modèle économique au rabais, déjà. C'est-à-dire qu'on c'est les salaires. La jauge, mais le fonctionnement, le train de vie de tous les clubs va considérablement baisser, qu'on va repartir sur un peu plus de raison gardée, un peu plus sans doute de formation, un peu moins de spéculation, parce que le trading joueur, ça a fonctionné à Monaco quand il y avait Campos, ça a formidablement fonctionné à Lille quand il y avait Campos. Ouais, c'est ça. Ok. À Bordeaux, ils ont essayé de nous faire une espèce de système hybride. Ils ont pris un mur terrible. Et ailleurs, Saint-Etienne, par exemple, qui a été sauvé par deux ventes providentielles, Saliba, Arsenal et Fofana à l'extérieur. 5-2 tombé venu du bon Dieu et tombé du ciel. Mais c'est pas un modèle qui est viable. Bernard Lyons, restons à Saint-Etienne. On a évoqué tout à l'heure les débuts de Rudy Garcia. On pourrait évoquer maintenant la période stéphanoise de Galtier. Est-ce que quand vous le suiviez à l'époque, est-ce que vous y voyez déjà ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup d'assurance, de la compétence sur le plan tactique, sur le plan du management, tout ce qu'on voit, est-ce qui fait la réussite aujourd'hui de Lille après avoir fait celle de Saint-Etienne? Alors il y a un point commun et il y a une vraie différence. Le point commun, c'est que Christophe Galtier, de tous les entraîneurs que je connais, j'en connais quand même quelques-uns, parce que vous avez rappelé mon grand âge, en un quart de siècle, j'en ai vu passer beaucoup, et lui, il a un truc très particulier, c'est qu'il connaît parfaitement le milieu dans lequel il évolue. C'est-à-dire que l'entraîneur, ok, tu connais la tactique, tu connais la technique, tu connais les schémas de jeu, tu vois, ok, mais lui, il connaît les caractéristiques techniques, la capacité tactique d'un joueur, mais il connaît tout du joueur avant de le faire venir. Il connaît tout, les réseaux, la famille, son épouse, les enfants, d'où il vient, la situation, etc., etc. Il connaît l'enjeu d'un club, il connaît les réseaux, et voilà. Et ce qui fait qu'ils sont pas nombreux à préparer comme ça leur équipe. Avoir cette connaissance, cette curiosité, parce que j'ai connu beaucoup d'entraîneurs qui étaient, excusez-moi l'expression, un peu ras le gazon, très très bons techniciens, mais qu'aujourd'hui, tu vas jamais révolutionner le football, tu vas rien inventer. Tu vas pas inventer un schéma de dingue. Non mais Guardiola, la possession, on va pas faire un cours de football, mais le football total, ça date de l'Ajax des années 70. Ces schémas de jeu, on l'a connu dans les pays de l'Est avec le RSS, le Dynamo de Kiev, etc. On va pas remonter là-dedans. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est tout ce qui est aspect psychologique, mental, et puis les contrats. Qui tient un contrat, tient un vestiaire. Ça, on l'oublie beaucoup. Saint-Etienne, comme par hasard, c'est Amouma et Debuchy qui assurent le maintien. Et Saint-Etienne, par amour du club, oui, mais ils sont en fin de contrat aussi. Cazerie, il a besoin de marquer des buts parce qu'il a besoin d'aller chercher son prochain contrat. Alors ça fait pas très glamour ce que je vous raconte, mais c'est la réalité d'un vestiaire. Comment vous trouvez qu'il les a gérés d'ailleurs, Claude Puel, ces cadres dont il avait critiqué, remarquablement bien. Dont il avait critiqué la gestion et le recrutement notamment. Il les a mis au placard, puis quand il a vu que les descendants en Ligue 2, il les a sortis du placard, il les a dépoussiérés, il les a remis. Après avoir critiqué les choix de l'ancienne direction et notamment je Gasset. veux revenir sur quelque chose d'un peu plus vertueux avec Christophe Galtier. Et le point qui est complètement différent, c'est qu'à Saint-Etienne, il faisait tout. Il était vraiment manager. Aujourd'hui, il est seulement entraîneur. On repart, je remets même Marotte, mais le triangle vertueux, président s'occupe des finances. Campos s'occupait du recrutement avec son aval, mais donner son avis. Et lui s'occupe que du terrain. Et la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, Christophe Galtier, il est redevenu entraîneur et il est encore beaucoup plus fort comme entraîneur
que ce qu'il était à Saint-Etienne, parce qu'il se disperse moins. Et pour faire le parallèle avec Claude Puel, il est beaucoup moins bon entraîneur aujourd'hui qu'il était avant, parce qu'il se disperse trop. Ouais. Tu peux pas tout faire dans un club. Tu peux pas être manager, t'occuper du recrutement, t'occuper de la gestion des contrats. Tu peux pas tout faire. Ouais, c'est trop compliqué d'entraîner aujourd'hui un effectif de 25 fauves. Parce qu'un joueur de football professionnel, c'est ça. Hein. Les 11 qui jouent, ils te dévorent pas. Mais les 14 qui jouent pas, attention. Alors, derrière la porte verte, on a évoqué tout à l'heure Rudy Garcia, on vient d'évoquer Christophe Galtier, mais il y a aussi beaucoup d'anecdotes, notamment pour le dernier match, c'est une histoire assez drôle, d'Elie Bob comme coach avec Jérémy Janot qui lui prépare une surprise. Vous voulez peut-être raconter ? Oui, dans le vestiaire, il y a beaucoup d'histoires de vestiaire où il se prend pour Elie Bob et il parle alors avec les mots un petit peu du sud-ouest. Et la casquette ? Oui, avec la casquette, c'était à Ajaccio pour le dernier match. Ils étaient très attachés. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que on voit quand même, on a toujours l'impression que les joueurs sont des mercenaires, que les entraîneurs passent, les joueurs passent aussi, et tout le monde s'en fiche. Et là, c'était une vraie histoire d'amitié, pour pas dire d'amour, on va pas les partir dans les grands mots, mais un peu entre Jérémy Janot, cette génération-là, il y avait les Piquion, etc. Et Elie Bob qui part, ils apprennent qu'il part avant la fin de la saison. Et d'ailleurs, vous remarquerez que c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui en France. Il va y avoir, je pense, une incidence quand même sur le classement final. On voit à Reims, Guillon qui part avant la fin de saison, Derzakarian qui a averti à ses joueurs, c'est quand même assez ubuesque. Moulin à Angers aussi. Oui, Moulin à Angers. Derzakarian, avant de disputer quand même une demi-finale de Coupe de France, il apprend qu'il n'est pas gardé la saison prochaine, etc. Et il y a Garcia. Ouais, Rudy Garcia, enfin, etc. Il n'y a que dans les grands clubs, finalement, où ils ont déjà anticipé le mouvement, que ce soit au Paris Saint-Germain et à Marseille. Et c'est assez marrant parce que cette anecdote-là, ça résume que malgré tout, les gens passent, mais il peut rester de l'amour. Et bon, après, le match n'est pas très bien terminé quand même, parce qu'ils l'ont perdu. Mais ouais, c'était. Il y a plein d'anecdotes comme ça sur aussi Foussini Diawara parce que ça peut être attachant le joueur, mais ça peut être aussi très contrariant. Quand à Marseille, qui oublie son maillot. Ouais, Loïc Perrin se blesse, il a une grosse parka, ça c'est incroyable. Hein. Et il demande de rentrer, il enlève la parka et qu'est-ce qu'il s'aperçoit qu'il avait oublié son maillot. Ça paraît complètement dingue, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et le pire, je ne sais pas si vous connaissez un peu le Vélodrome, mais à l'époque, il y avait la trappe sur le côté, là, au point de corner. Ils sont partis chercher le maillot. Ils avaient oublié que c'était fermé à clé. Donc, il n'y avait pas la clé. Ils sont revenus. Ils sont retournés. Ils sont revenus. Ils ont pris le maillot. Ils ont mis le maillot. Le temps qui rentre, il s'est passé 14 minutes. Ils ont pris un but. Ils ont pris 2 buts. Ils ont perdu le match. Comme quoi, c'est pour ça que je vous dis, être entraîneur, d'avoir tous les schémas de jeu tactiques dans la tête, etc., bon, c'est sympa, mais des fois, ça tient pas grand-chose. Hein. Ouais, on a parlé aussi de gardiens un peu fous tout à l'heure avec les sorties de Lopez. On va peut-être terminer avec les gardiens stéphanois avant de parler de la demi-finale retour demain entre Manchester City et le Paris Saint-Germain. Pourquoi surnomme-t-on Jesse Moulin looping à Saint-Etienne ? L'agence touriste. Je sais pas, c'est votre génération, ça. Si, vous avez vu, il y a Loupine, il a un peu ce truc-là, un peu tout foufou. Et c'est vrai que Jesse Moulin était pendant très longtemps un peu l'ambianceur du vestiaire. Il était capable de se cacher dans une poubelle au milieu du vestiaire. Et quand Elie Bob faisait une causerie, sortir d'un coup de la poubelle en faisant hurler de rire tout le monde et de colère son entraîneur. Qu'est-ce qui se passe dans les avions aussi ? Dans les avions, de faire des chabites dans des grandes surfaces. Enfin voilà, c'était le côté. C'était le côté un petit peu tout foufou, d'où le nom de l'épisode, le chabit de looping. Mais voilà, mais il faut des joueurs comme ça. C'est très important dans la vie, en bonne harmonie d'un vestiaire. C'est important parce que on oublie quand même qu'un sportif de haut niveau, un footballeur en l'occurrence, c'est quand même quelqu'un qui passe plus de temps avec ses collègues de travail qu'avec sa famille. Donc il faut des bons ambianceurs. Puis une petite pensée pour Jesse Moulin qui s'est blessé et qui jouera plus de la saison. Et d'ailleurs, Étienne Green, moi je le trouve hyper intéressant comme gardien. Je ne connaissais pas du tout. J'ai lu qu'il était au départ 4e ou 5e gardien, qui par un concours de circonstances, par les blessures, même blessure du 3e, Baït, je crois, ou je sais pas comment il s'appelle, Bajit. Il a l'air hyper intéressant ce gardien. Il est jeune, il est serein, il est grand. Il est frais. Il a l'air très intéressant. Il est frais et quand il a joué, là je vous rejoins tout à fait dans votre analyse, quand il est rentré pour son premier match, c'est pas rien parce que, bon, dans la hiérarchie, Ruffier était hors hiérarchie, mais c'était quand même le grand numéro 1. T'avais Jesse Moulin, t'avais Stéphane Bajic et t'avais lui. Et entre-temps, le jour où il licencie Ruffier au mois de janvier, le lendemain, ils font signer Fall qui est présenté comme la petite merveille du football sénégalais comme gardien de but. Donc virtuellement, il était devenu 4e. Ouais. Et en fait, toujours l'histoire du Covid, j'y tiens, mais c'est important, c'est que Fall est positif au Covid. Parce que je pense que sinon, c'est lui qui aurait joué, et pas Green. Et il se retrouve avec plus aucun gardien.
excepté Étienne Green. Alors, c'est quand même assez incroyable. Il joue à Saint-Etienne, il s'appelle Étienne, se prénomme Étienne et son nom de famille, c'est Green. Donc, il est prédestiné. Sauf que Étienne, c'est pas un hasard, hein. Parce que son papa est anglais, sa maman... Il est anglais, ouais. Son papa est anglais, sa maman est française. Il est né en Angleterre, lui. Oui, à Colchester. Et en fait, quand pour donner un petit peu de saveur dans la famille, et que sa maman devait sans doute se languir un peu de la France, le papa, il a dit, bon, on va donner un prénom français à notre fils, et c'est pour ça qu'on l'appelle Étienne, parce qu'elle aimait Saint-Étienne, les Verts, la France, etc. Et il est rentré au Costier-Nîmes, mais donc forcément, tu regardes, parce que tu le connais pas du tout. Et quand il est rentré dans la cage pour l'échauffement, il dégageait quelque chose. Ouais, c'est quelque chose d'imperceptible, ce que je vous dis, mais tu le sens. Une confiance en soi, une sérénité. Hein. Sérénité, et c'est comme les gardiens, il prend de la place. Il a de dans la l'amplitude cage. énormément. Vous voyez ce que je veux dire, il prend de la place, et tu sens une présence. Et j'en discutais avec ses entraîneurs qui me disaient, quand nous on est sur le banc, et que lui est dans la cage, on se pose pas la question de savoir que c'est Green, qui a jamais joué en professionnel, et qui est un gamin qui a 20 ans. C'est pas la musique de la on Super passe à League. autre chose, là. On passe à autre chose, là. Le Théâtre des Rêves, Paris affrontera donc demain soir Manchester City pour le match retour de la demi-finale de Ligue des Champions. En attendant, pas hier soir, mais samedi, le PSG a vaincu Lens 2-1. Comment vous avez trouvé les Parisiens, notamment Neymar? Benjamin. On peut féliciter le PSG, encore une fois. Ils arrivent à gérer maintenant parfaitement, je trouve, les enchaînements de matchs. Et je vois qu'Alex, et les absences. il rumine. Ils arrivent à faire tourner. Ils gagnent, c'est le principal. Ils gagnent, ils se blessent pas. Moi, je trouve que, je sais pas si c'est la fameuse patte Pochettino qui fait tant plaisir à C'est certains. affreux ce que vous venez de dire. Ah, C'est affreux ce que vous venez de dire. pourquoi la patte Pochettino? Non, juste avant, vous dites, il joue et il se blesse pas. Bah non, mais c'est vrai. Mais dans ces entre-deux, c'est ça qu'on a peur. Mais c'est absolument affreux. Et ils gagnent, tout en gagnant. C'est-à-dire, est-ce que vous posez la même question sur des joueurs d'exception comme Cristiano Ronaldo ou Messi? Jamais. Vous dites pas, on est super content, Messi il a joué samedi, il s'est pas blessé. Oh, mais n'importe quel club qui enchaîne comme ça, là, je pense qu'à City, ils voulaient pas te blesser non plus. Oui, non mais vous vous rendez compte ce que vous dites? Bien sûr, je me rends C'est compte. qu'on se pose toujours la question avec Neymar. Non, mais C'est prétendument, et je pense que ça en est intrinsèquement un des 3-4 meilleurs joueurs au monde, Ouais. et on prie à chaque fois le bon Dieu pour pas qu'il se blesse. Mais lui, comme les autres, hein. Ben, c'est surtout lui. Parce que lui, il a quand même Lui, il y raté. avait Verratti parfois Ben, aussi. non, mais lui, il a quand même raté depuis son arrivée au PSG. J'ai vu Non, mais une il est stat fragile. absolument abyssale. Il avait Ouais. raté plus d'un match sur deux. C'est absolument On va incroyable. pas reparler de son anniversaire. Hein. J'ai dit un jour, et ça m'avait eu beaucoup d'amitié, Ah. du côté des supporters du Paris Saint-Germain, j'ai dit le gros problème, c'est qu'il est né en février. Ah oui, parce qu'il serait né au mois d'août, Au mois de juin, juillet, même au mois de juin. voilà. tu vois. Il est tout le temps né, vous voyez, il est tout le temps né au mois de février. C'est le Juste février. avant les huitièmes ou les quarts de finale avec des Franchement, champions. Vous avez remarqué ça? je préfère février que là, quoi, que mai. Non, Il y a mais. le carnaval en plus. Ouais, non, mais. Sans parler du carnaval. En vrai, c'est un joueur exceptionnel. Alex. C'est un joueur exceptionnel, Neymar. C'est un joueur. 7ème but de la saison. C'est un joueur exceptionnel. Je le trouve plus en jambes, je le trouve plus concerné. Et là, Tu trouves pas aussi un peu nerveux? Non, mais nerveux, c'est pas. Pour moi, c'est pas. On peut pas reprocher à un joueur d'être nerveux. Oui, bon, il faut qu'il se calme de temps en temps. Mais c'est bien. Moi, je le trouve plus concerné. Sa petite phrase là qu'il a dit. Tout à fait. Bon, on lui demande pas de mourir hein, non plus. On lui demande juste de marquer. Si, il a c'est la raison, guerre. mais bravo. Non, on Non, lui mais c'est demande bien juste qu'il de dise marquer ça. des buts. La guerre n'est pas Mais terminée, en tout hein, cas, il est substance. dedans. Il est dedans. Exactement, c'est bien. Et moi, je sais pas que je suis serein, mais j'ai envie de voir le match. Je suis pressé de voir le match parce que je me dis que l'exclusion demain soir. Je parle de demain soir, l'exclusion d'Idrissa Gueye, finalement, qui est un super joueur. Hein, bon, voilà, Il a fait un super match. qui a beaucoup progressé. T'adores. Merci. Je pense que ça peut faire du bien, ça va faire redescendre Verratti parce que Verratti clairement c'est pas son poste. On peut dire ce qu'on veut, monter descendre numéro 10, c'est pas son poste. Ça fait 4 semaines qu'on dit qu'il Ouais, mais est c'est génial là. en faux Non, numéro 10. non, Ouais, je te dis ça. si, on mais met la si. bande. C'est un Non, pari. non, Ouais, c'est un pari, mais c'est pas son job. C'est pas son job. Non, mais Je là- pense- Bernard Lyon, est-ce que c'est une bonne Après, idée d'avoir on- placé on- pendant quelques semaines Bernard Lyon, en on faux va pas 10, jouer c'est bien on va pas d'essayer. jouer avec Danilo. C'était bien d'essayer. Placé ou replacé? Donc je pense qu'ils joueront avec Draxler. Ouais. Parce que dans Mais le remplacement défensif quand même contre City, ok, il était en 10, mais il était surtout À à gauche. gauche. Pour couvrir un peu Bakker qui Voilà. était à la ramasse. Bon, moi, alors les placements, ils jouent en 10, ils jouent en 8 à 2 mètres près, c'est pas très grave. Ce qui est en revanche extrêmement important, puisque vous parlez de Neymar, c'est qu'il est miraculeusement sur la pelouse demain à City. Parce que vous parlez de l'expulsion de Gueye, on a beaucoup parlé aussi, glossé sur la possible expulsion de De Bruyne, et qui bon, il est emporté par son geste. Mais alors, par contre, alors, on reparle de l'arbitrage et du niveau de l'arbitrage. Il y a une action qui est incontestable, c'est quand Neymar, en fin de match, met un coup de pied. C'est un geste volontaire, c'est une agression volontaire, c'est carton rouge et 4 matchs de suspension. C'est l'UEFA. Je sais pas si c'est le supporter qui part, je me rappelle même plus. C'est incroyable. Non, mais cette scène, C'est elle vert, est ouais. elle est Ah oui, incroyable. oui, Quand vous d'accord, parlez de nervosité en fin de match,
il va au duel, il a perdu le ballon et il met un coup de pied. Comment vous l'expliquez cette nervosité qui est un peu permanente? On le voit qu'à chaque match en ce moment. Ouais, mais Quand ça se passe mal. En match, quand ça se passe mal. Moi, j'adore Neymar, je vais vous dire pourquoi. Je vais dire ça, mais c'est affreux ce que je vais dire. Je préfère Neymar à Mbappé parce que c'est le football que j'aime. C'est le football de rue. C'est le football, entre guillemets, de voyou. C'est-à-dire sa chambre, ça prend des coups, ça prend des coups. Je suis tellement d'accord. C'est capable de te cracher dessus. C'est le football à papa. Non, mais c'est je suis le bon d'accord. des Je suis football d'accord, à papa. Je suis Et à d'accord. maman. C'est Maradona Mais plutôt que maman, Messi, quoi. C'est Maradona plutôt que Messi. Pourquoi moi je suis Maradona et je serais jamais Pelé, par exemple? Moi, je suis pas Eurocard, Mastercard, un truc bien policier. Moi, je suis Garincha, moi, je suis Maradona. Moi, voilà, c'est ce football-là que j'aime et qu'on voit plus. Et qui fait, non, mais qui fait. Mais la limite, effectivement, je suis comment d'accord. Oui, alors que Mbappé, c'est le stéréotype. Non, mais c'est magnifique. C'est le footballeur parfait du football d'aujourd'hui, moderne, puissant, vif, etc. Mais Neymar, il est capable d'inventer des gestes que tu pensais déjà avoir vus, et il t'invente un geste qui n'existait pas. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. La contrepartie, c'est qu'il est capable aussi de revenir jouer au football comme il jouait au football avec ses potes quand il était petit dans la rue, et de disjoncter. Et le truc qui était incroyable, à la mi-temps de City, PSG, enfin de PSG City plutôt, je me faisais réflexion à mes petits collègues de l'équipe du soir, je disais, c'est quand même incroyable, ils ont fait une première mi-temps fabuleuse. J'avais trouvé une Navas un peu fébrile, mais j'ai dit, bon, ça c'est une illusion d'optique, je me trompe. Et j'avais pas trouvé Mbappé bon. Et Neymar, très fort. Vous savez, tout ce qu'on n'aime pas chez Neymar, il porte le ballon quand il doit le lâcher, donc comme il porte trop le ballon, il prend des coups, il a pris des coups, donc comme il prend des coups, il s'énerve, il chambre, et tac, tac, tac. Le Neymar des mauvais soirs. Ouais. Et moi, ce que j'ai pas compris sur cette défaite à l'aller, c'est que les deux sont mauvais en même temps. Donc c'est pour ça que j'y crois. C'est pour ça que je pense qu'ils vont se qualifier. Pourquoi on les sort? City n'est pas impressionnant. C'est un débat qu'on avait déjà avec Tuchel, et Dieu sait que Tuchel est critiqué dans cette émission, pas par moi heureusement, mais on avait le même débat que Tuchel. Pourquoi il les sort pas? C'est les stars, on peut pas y toucher. Pochettino, c'est la même chose. Est-ce que c'est pas aussi politique que de voir Leonardo devant les caméras de télé intervenir auprès de l'arbitre de manière assez agressive? Je pense que si. Mais attends, pour revenir 2 secondes sur Neymar et Mbappé, est-ce que c'est politique? Ouais, d'accord. Ouais, je me dépêche. Ou est-ce que c'est parce qu'il se dit ces deux joueurs-là sont quand même capables d'un éclair de génie à tout moment? Il y a un peu des deux, mais il y a un peu de crainte politique. Il a sorti d'ailleurs, je crois contre Lens, il a sorti à la 89e. Ouais, Neymar, c'est un truc de dingue. Ouais. Mais souvenez-vous l'année dernière, quand à Turin, l'entraîneur à l'époque, dont le nom vient de m'échapper, a sorti Ronaldo. Allegri? Ouais, non, c'était pas Allegri. Il a sorti Cristiano Ronaldo qui a pris de suite un jet privé qui s'est barré. Il a pas survécu à ça. Hein. C'est en cours de match. Ah oui, Messi, qui est pas très très bon, tu le sors. Mais c'est une crise politique majeure en Catalogne. C'est encore pire que la demande. Surtout dans les prolongations de contrat. Messieurs, est-ce que l'homme du match, et on terminera avec ça mardi, pourrait être Marquinhos, qui a une nouvelle fois marqué? On va voir les visuels que nous ont préparés nos amis, notamment Alex et lui. Ils ont beaucoup bossé, je les en remercie. But de la tête, donc c'est le meilleur buteur de la tête du Paris Saint-Germain cette saison, devant Keane et Icardi. 3 buts, c'est lors des 3 derniers matchs. Est-ce que finalement, ça, comment disait Thierry Gilardi déjà, avec Laurent Blanc, le temps de contrôle. Vas-y, petit bonhomme. Non, j'ai oublié la fameuse formule de Thierry Gilardi avec Laurent Blanc. Je sais pas si c'est grâce à Marquinhos, mais en tout cas, j'ai acheté. La lumière est venue de Laurent Blanc. Moi, j'ai acheté son maillot à Marquinhos parce que c'est un modèle. Franchement, c'est un modèle de joueur. Le maillot de Marquinhos. Alors, vraiment, j'adore ce joueur. Magnifique, je vous félicite. Hein, merci, c'est gentil. Espérant qu'il signe pas au Real Madrid. Le maillot de Mbappé, de Neymar. Voilà, c'est un modèle de joueur, c'est un modèle de capitaine. C'est le taulier. Et il s'arrache à tous les matchs. Voilà. Et puis il est blessé. Exemplaire. Non, mais il est blessé, il joue pas. Il est blessé, il joue pas. Voilà. Et quand il est blessé et il marque contre Bayern. Et quand il revient au match d'après, il marque un but. Donc voilà. En tout cas, il fait beaucoup de bien à son équipe, clairement. Le facteur, ça sera Pochettino. Trop passif en seconde période. Quand ils ont repris le pressing, les Mancuniens, il n'a pas réagi ou il a réagi beaucoup trop tard dans son coaching, etc. Il a déjà battu City avec Tottenham sur sa pelouse. Et que là, il est attendu au tournant sur sa compo d'équipe. Et sa façon de presser et sa tactique. C'est-à-dire la compo d'équipe et la façon de jouer. Il y a l'animation qui est beaucoup plus importante que la composition. Et là, je pense que l'homme clé de ce match-là, c'est Pochettino. Après, si t'as pas Mbappé, t'as pas Mbappé. On espère que... Il y a un test qui sera fait ce soir lundi. On espère, ouais. Parce que lui, il peut les bouger aussi. Un score pour terminer, Bernard. 2-1 pour le Paris Saint-Germain qui se qualifie au tir au but. Oh là là, Alex, je crois que t'avais dit 3-1. Je reste à 3. Benjamin. Allez, 3-1, je suis Alex pour une fois.
Derrière la porte verte, l'histoire secrète de l'AS Saint-Etienne chez Solar Édition. Merci beaucoup Bernard Lyons d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi Classico. Vous pouvez nous réécouter sur notre page YouTube, mais aussi sur Spotify, Deezer ou encore Google Podcast. La soirée continue sur Radio G avec messieurs. Ah, venez, Pour le festival oriental, on se retrouve à lundi. Bon match et bonne semaine.